Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons parler de la PMA pour les couples de femmes. Voilà, donc c'est un live avec la doctoresse Malafré de l'Institut Marquès, clinique PMA à Barcelone. Voilà, donc je vais attendre qu'elle se connecte. Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc c'est un live, comme je le disais, sur la PMA pour les couples de femmes, mais ça peut également servir pour les femmes seules, puisque on va aussi parler de donneurs. Voilà, bonjour, bonjour tout le monde. Alors moi, je vais sortir, hop, les petites questions qu'on avait. Alors, je vais attendre de voir l'Institut Marquès connecté. Ah, ça y est. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Alors, hop, demande. J'espère que le demande, est-ce que ça va fonctionner? Rien n'est moins sûr. Ah, ça marche du premier coup. Oui, Bonjour. c'est super bien aujourd'hui. Bonjour, Émilie. Oui, qui a changé de coiffure? Oui. Oui, oui. C'est les 40 ans. Oui, c'est ça. Comment ça va? Ça va très bien, toi, Ça va? Tu as changé de look aussi. Alors, donc, comme je l'ai expliqué là avant que tu te connectes, aujourd'hui, on va parler de PMA pour les couples de femmes. Voilà, donc en fait, je vais poser des questions à Anna, donc, qui est la doctoresse Malafré, et elle va y répondre. Voilà, comme ça. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser dans la boîte à questions ou dans le chat. Et comme je le disais, ça peut aussi concerner les femmes en solo, puisque il y a une partie quand même avec donneur de sperme. Donc, il y a des techniques qui sont similaires. Voilà. Peut-être tu veux te présenter avant que je te pose les questions? Oui, oui, je me présente un peu. Je m'appelle Anna, je suis gynécologue à l'Institut Marquès, je suis docteur Malafré et je m'occupe de toutes les patientes francophones. Et on fait des lives, des journées avec Émilie pour transmettre un peu toutes ces informations qui sont importantes. On est à Paris samedi pour ceux qui sont sur Paris ou région parisienne. Exactement. Nous sommes à Paris samedi. Il fait froid, non, à Paris? Je crois. Je sais pas. Moi, j'habite à Lyon, alors il fait froid. Donc. Voilà. Donc, pour ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à vous inscrire à notre journée de samedi. Voilà. Alors, du coup, allons dans le vif du sujet. J'ai pris mes questions, mais voilà. Alors, quelles sont les principales techniques PMA proposées en Espagne pour les couples de femmes? Alors, pour les couples de femmes, il y a principalement 3 techniques. Bon, je vais vous expliquer. D'un côté, il y a l'insémination avec sperme de donneur. C'est la technique qui ressemble plus à la grossesse naturelle, pour le dire d'une façon. Et c'est pour les couples de femmes, surtout quand on a moins de 37-38 ans. Après, il y a la FIV, la fécondation in vitro avec don de sperme. Après, il y a le repas, d'accord? Que c'est une FIV, c'est le couple de femmes qui font le traitement ensemble, c'est-à-dire... je pense qu'après, on va peut-être un peu... détailler. Oui, mais bon, je vais vous détailler rapidement, mais détailler chaque... Exactement. Alors, il y a l'insémination, la fécondation in vitro, le repas, le double don et le don d'embryon qu'on pourrait utiliser. Donc, il y a la repas, c'est très spécifique couple de femmes. Oui, la repas, c'est très spécifique couple de femmes parce qu'il y en a une qui fait la stimulation et qui apporte les ovocytes et l'autre qui va apporter le bébé. Alors, est-ce que tu peux nous redire très rapidement une insémination, une FIV? L'insémination, la fécondation in vitro avec don de sperme et le repas. Non, est-ce que tu peux nous redire exactement ce que c'est qu'une insémination et une FIV, mais rapidement? Alors, l'insémination, c'est
on peut suivre le cycle naturel pour faire une petite stimulation et le but, c'est de déposer le sperme du donneur dans l'utérus. Donc, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas d'anesthésie et les spermatozoïdes, il faut qu'ils voyagent tout seuls dans les trompes, qu'ils se retrouvent avec l'ovocyte et qu'ils reviennent ensemble pour faire l'annulation. Donc, c'est une technique assez naturelle. La fécondation in vitro, c'est un peu plus poussé. On fait des piqûres pour faire pousser plusieurs follicules et ovocytes. On les prélève et on les met ensemble dans le laboratoire avec les biologistes. On crée les embryons et au bout de 5 jours, on met cet embryon dans l'utérus pour donner le futur bébé. On sent que tu travailles avec moi parce que c'est de plus en plus clair et simplifié les explications. C'est bien, non mais au moins c'est J'essaie. compréhensible. Oui, parce que c'est très compliqué à la base. Et c'est beaucoup d'informations. C'est bien, parce que souvent les médecins ils partent un peu dans tout, ce qui est normal, hein, on n'a pas les pas les mêmes connaissances et les mêmes termes, donc c'est très bien. Bon. Et du coup, on va peut-être s'attarder un petit peu plus sur le repas. Ouais. Alors peut-être avant, on peut présenter le double don et le don d'embryon. Oui. Et s'attarder un petit peu plus ensuite sur la repas. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Pour moi, tout me va bien. Bon, super. Alors, ça, on avait l'insémination pour les femmes qui sont plutôt en dessous de 35-37 ans, d'accord? Parce qu'il y a une question de qualité ovocytaire liée à l'âge qui est importante quand on propose l'insémination. Après, il y a la fécondation in vitro, mais pour les femmes que pour la raison X, il n'y a pas de réserve ovarienne, où on est un peu plus âgé, qu'on est au-delà de 43 ans, où il y a eu quelques thérapies médicales ou quelques opérations qui ont endommagé les ovaires et on ne peut pas travailler avec, on peut aussi faire un double don, c'est don d'ovocytes, don de sperme, pour un couple de femmes aussi, d'accord? Ou sinon, il y a la technique don d'embryon, qu'on prend un embryon qui est déjà créé au stade de blastocyste et le couple de femmes peut aussi faire ce don d'embryon. Exactement, pour faire une adoption d'embryon. Ok, top. Et donc, du coup, la FIV-ROPA qui est pour le coup, c'est vraiment très spécifique pour les couples de femmes qui veulent faire un enfant et qui, du coup, vont toutes les deux participer à la création de cet enfant. Exactement. Le repas qui se fait surtout en Espagne, parce qu'en France, je pense qu'on peut non, c'est interdit en France. Alors voilà, souvent les femmes vont effectivement... Alors, maintenant, c'est ouvert en France pour les couples de femmes. On est sur le même problème que pour les femmes en solo. Il y a des délais, les dons de sperme, c'est compliqué, voilà. Mais bon, après, on va aussi très spécifiquement en Espagne pour faire la ROPA, qui est quand même très, très aimée, je perds un peu mes mots, mais très aimée par les couples de femmes, parce que vraiment, les deux vont participer et les deux vont donner d'elles-mêmes à leur enfant. Exactement. C'est un traitement vraiment dans la collaboration du couple, parce que finalement, il y en a une du couple qui va décider de faire le traitement pour stimuler les ovaires et qu'on puisse utiliser ces ovocytes-là pour créer les embryons. Et l'autre femme du couple va décider de porter les embryons. D'accord? Alors, ils vont participer activement et en même temps, pour le dire d'une façon, dans cette process futur. Alors, il y a deux options quand on fait un repas, d'accord, pour s'organiser. Alors, d'habitude, celle qui a l'âge plus favorable, c'est celle qui fait la stimulation des ovocytes, parce que vous savez que le taux de réussite, c'est lié très proche à l'âge de l'œuf, d'accord? Alors, mais bon, d'habitude, si les deux sont jeunes, c'est elle qui décide, d'accord? Alors, il y en a une qui fait les stimulations, que ça consiste à faire les piqûres journalières avec un traitement pour que dans l'ovaire où il y a tous les follicules, que ce sont des petits sacs qui contiennent les ovocytes, grossissent et les ovocytes à l'intérieur deviennent mûrs. Cette patiente-là qui va faire les stimulations, c'est elle qui passe au bloc opératoire. D'accord? C'est une opération assez rassurante, assez simple, de 15-20 minutes. On est endormi. En Espagne, on fait toujours avec une sédation, que c'est un sommeil agréable. C'est très rapide. Hein. Moi, l'ayant fait, c'est quand même très, très rapide. Exactement. Et alors,
on passe au bloc, on perce ces petits follicules et on aspire le liquide qu'il y a dedans et il y a l'ovocyte qui vient avec nous au labo. Les biologistes prennent ces ovocytes-là, ils vont vérifier qu'ils sont mûrs et ceux qui sont mûrs, on va les mettre ensemble avec un spermatozoïde du donneur. Après, on va parler de comment on choisit le donneur. Oui, j'ai des questions là-dessus. Mais bon, on mélange les ovocytes avec le sperme et la patiente qui a fait la ponction ce jour-là, elle peut rentrer chez elle le même jour à l'hôtel. D'accord? C'est-à-dire, d'habitude, on conseille de rester un jour sur place après l'opération. Et après la ponction, on vérifie que tout va bien, qu'il n'y a pas de douleur, qu'on fait pipi bien, qu'on tolère les aliments. Et si tout c'est bon, on rentre à l'hôtel faire un peu de repos. Et le lendemain, elles peuvent rentrer chez elles en France, ou là où elles habitent. D'accord? Et ou pas. L'autre... Elles peuvent rester sur place. Aussi, mais j'allais le dire. Oui. Et j'allais le dire. L'autre, c'est on a prévu, parce qu'une fois on a fait la ponction et on a créé les embryons, on a deux options. Ou bien on les congèle et on fera le transfert sur l'autre partenaire du couple un autre jour, ou un autre mois, ou quand elles veulent. Ou bien on fait ce qu'on appelle un repas synchronisé. C'est-à-dire qu'on va faire le transfert au même cycle de préparation que la ponction. Alors, on fait la ponction et le soir de la ponction, la patiente qui avait déjà commencé à préparer l'utérus pour recevoir cet embryon va commencer un traitement d'habitude de progestérone pour faire ce changement de l'endomètre pour qu'il puisse être capable de recevoir ce bébé. Alors, on fait la ponction, le soir on commence des médicaments, d'habitude des ovules vaginaux de progestérone, et 5 jours après, si tout va bien, on va mettre ce petit embryon qui est en frais, qui est en train de se développer, un de ceux-là, le plus beau, d'habitude le plus joli, on va le mettre dans l'utérus de l'autre partenaire du couple. D'accord? Donc il y a une première partie que c'est stimulation pour la patiente qui fait la ponction, et l'autre première partie pour la patiente qui va recevoir l'embryon, qui va faire la préparation de cet utérus en préparant l'endomètre, d'habitude avec des hormones. Donc en fait, on a une des femmes du couple qui va donner ses ovocytes et l'autre qui va porter l'enfant, qui va faire la grossesse. Donc ça fait vraiment du coup un mélange des deux femmes. Exactement. C'est ça. C'est très joli comme technique. Bah oui, parce que du coup, les deux mamans participent à la conception de leur enfant. Donc c'est chouette, c'est génial. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et alors, est-ce que tu as d'autres questions? Tu avais prévu une petite liste. Oui. Alors, je t'écoute, dis-moi. Bon, du coup, là, on a expliqué les différentes techniques qui existent. On s'est un peu plus attardé sur la ROPA parce que voilà, c'est vraiment la technique spécifique. Maintenant, comment on fait la sélection des donneurs? Parce que quoi qu'il en soit, pour un couple de femmes, il y aura un donneur. Donc, comment on sélectionne le donneur en Espagne et est-ce qu'il y a des tests génétiques obligatoires? Enfin, je te pose des questions comme si Comme je ne savais pas. Comme si je ne savais pas. Bah oui, parce que je les pose pour les autres. Alors, les donneurs de sperme en Espagne, ce sont des hommes jeunes qui habitent en Espagne. D'accord? Nous, à Institut Marquès, on a notre propre programme de don de sperme, d'accord, qui est géré par l'andrologue de la clinique, que c'est le Dr Ferran Garcia et toute son équipe. Et ce sont des hommes qui ont entre 18 et 40 ans à peu près, qui vont venir faire un don ici à la clinique. Alors, c'est pareil que pour les donneuses. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier pas, c'est faire un entretien avec le médecin pour vérifier les antécédents médicaux, les antécédents personnels, un peu son histoire médicale. D'accord? Après, il y a la motivation du don, qu'on demande aussi. Et après, on fait les tests. On fait les tests obligatoires par rapport à la loi pour vérifier que ces hommes sont en bonne santé physique et psychologique. D'accord? C'est-à-dire, on fait des prises de sang, on va vérifier le karyotype du point de vue génétique pour les hommes qui est normal, on va vérifier le spermogramme, on fait aussi des tests sur le spermogramme pour vérifier que du point de vue fiche, c'est bon. Il passe aussi
un test psychologique avec la psychologue pour vérifier qu'ils sont aptes. Et après, on fait aussi un test génétique par rapport aux maladies récessives. D'accord? Les maladies récessives sont ces maladies-là où nous tous, on est porteurs. D'accord? 96% de nous, on est porteurs de quelque chose parce que peut-être dans le passé, ces mutations nous ont permis de survivre, mais maintenant, c'est plus nécessaire. D'accord? Et maintenant, on a la possibilité de savoir si nous sommes porteurs de quelque chose, que le donneur aussi. D'accord? Alors, il faut faire, c'est optionnel, mais on peut faire un matching génétique pour vérifier qu'il n'y a pas de coïncidence à ce point-là. Et du coup, alors si on a en FIV repas, avec, on fait, pareil, je pose la question comme si je savais pas, on fait le matching génétique avec laquelle femme? Alors, le matching génétique, ça se fait toujours avec celle qui porte les ovocytes, celle qui va faire le traitement pour la ponction. Qui donne les ovocytes. D'accord? Parce que c'est la génétique des ovocytes qu'il faut matcher avec la génétique de les spermatozoïdes, pour le dire d'une façon. Okay. Quand il y a des questions qui passent, je les note, hein, donc t'inquiète pas. D'accord, on va les répondre après. Ouais, je les écris comme ça. Ben, c'est ça. Alors, il y a les tests génétiques et après, il y a le test psychologique. Et aussi, on fait un test de personnalité, d'accord, qui n'est pas très poussé, mais qui est très, très intéressant, d'accord, pour voir un peu le caractère, la partie du tempérament. Si on est plus énergique, plus patient, plus créatif, plus impatient, plus proactif. D'accord, on fait ça. Okay. Et après, j'allais dire que quand on choisit le donneur, ben on regarde un peu ce qu'on appelle le phénotype. Ouais. D'accord, que c'est comme on est du point de vue physique. Est-ce qu'on a les yeux bleus, les yeux marrons, les cheveux blonds, châtains, noirs, et aussi l'origine. Est-ce qu'on est d'origine caucasienne, métisse, africaine, asiatique, latino? Alors c'est un peu arabe, c'est tout un peu ces informations-là qu'on recherche. Et donc là, je repose la même question. Le phénotype de qui? Tu vas te coller au phénotype de quelle femme? Alors, généralement, par exemple, dans un repas, c'est la femme qui porte le bébé. Voilà, la réponse est différente du coup. Oui. Comme on a mis la génétique de l'autre maman du couple, ben, on cherche le donneur comme celle qui va accoucher. D'accord? Ça, c'est un peu ce qui dit la loi. D'accord? Quand on est une femme solo, on recherche un donneur qui nous ressemble à nous. D'accord? Parce que la loi, elle est pensée pour chercher un donneur qui nous ressemble le maximum pour que le bébé se reconnaisse sur nous. D'accord? Et alors, du coup, imaginons un couple de femmes fait une FIV classique. Donc, il y en a une qui participe. Ouais. Pas du tout, je m'entends, hein, qui physiquement ne participe pas. Oui. Quel phénotype on va regarder? Alors, en général, ça, on le discute avec les femmes. D'accord? Après, ça dépend un peu aussi pour l'intégration du bébé. D'accord? C'est toujours le bénéfice maximum, c'est pour le bébé. D'accord? C'est-à-dire, ça dépend. Mais en général, on en parle avec elles. Si elles sont de la même origine, c'est pas très compliqué si on est les deux d'origine caucasienne. Et s'il y en a une de chaque origine, ben, il faut en parler, voir un peu aussi quelle est l'idée de futur. Est-ce qu'on fera d'autres bébés? Est-ce qu'il y a déjà des bébés qui sont nés? C'est un peu plus détaillé, non? Il faut... Mais c'est toujours dans la ressemblance de la famille. Oui, que l'enfant s'identifie à sa famille. Exactement. Très bien. Alors, une petite question que moi j'avais avant de passer aux questions qui ont été posées. Quelles sont les conditions d'accès à la PMA pour les couples de femmes en Espagne? L'âge limite, le bilan de santé, enfin voilà, tout ça. Alors, pour accéder à un traitement pour un couple de femmes en Espagne, il n'y a pas vraiment des prérequis très difficiles. D'accord? Il n'y a pas de liste d'attente, ça c'est le plus important. Après, on demande une prise de sang, une écho, un frottis, vérifier qu'il n'y a pas une pathologie qui va empêcher une grossesse. C'est-à-dire, il faut être en bonne santé du point de vue qu'on ne peut pas risquer la santé pour une grossesse, mais ça en général. Et après, il n'y a pas forcément une limite d'âge, d'accord? Les sociétés scientifiques font une limite d'âge autour de 50 ans, d'accord? Mais c'est toujours plus important l'état basal de santé que l'âge lui-même, d'accord? L'âge, c'est un numéro que oui, on tient compte de lui, mais aussi, il faut avoir s'il y a un diabète, une hypertension, s'il y a eu quelques maladies chroniques, les traitements, quel risque va entraîner faire une grossesse sur la patiente. Et c'est une décision multidisciplinaire.
d'accord? Parce qu'on demande des comptes rendus, des médecins spécialistes qui la suivent, des gynécologues qui vont suivre la grossesse. C'est un vrai travail en équipe. Mais il n'y a pas de limite. En général, il n'y a pas de liste d'attente et il n'y a pas de prérequis très compliqués pour accéder à une PMA. Super. Alors, on avait une petite question tout à l'heure, à savoir, est-ce que, on sort un peu du contexte, mais c'est pas grave, est-ce que vous vérifiez le taux de progestérone avant le transfert? Oui, on vérifie le taux de progestérone idéalement la veille du transfert, si c'est pas possible le même jour du transfert, d'accord? Et si c'était pas bon, on le revérifie le jour du test de grossesse. Et oui, on vérifie toujours. Et sinon, si c'est faible ou c'est un peu limite, alors on donne des compléments avec des progestérones qui est injecté par voie sous-cutanée. Et qu'on croise toutes les doigts pour ne pas avoir cette piqûre de Progiron qui n'est pas remboursée par la Sécu en France et qui fait un petit peu beaucoup mal. Oui, mais bon, c'est pour une bonne raison. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Exactement. C'est pour la bonne cause. Donc on croise les doigts pour pas l'avoir, mais si on l'a, on fait avec. Exactement. Dans le cas d'une adoption d'embryon, est-ce que l'embryon est toujours de bonne qualité? Oui. Alors, les embryons sont toujours de bonne qualité, c'est toujours des blastocystes, d'accord, et qui ont tous les prérequis comme si c'était un double don, d'accord. Donc, finalement, c'est un embryon de bonne qualité, c'est une tentative, c'est-à-dire c'est un seul essai, mais on dévitrifie le jour du transfert l'embryon que le laboratoire a choisi, d'accord, parce que là, on ne regarde pas si détaillément le phénotype, parce que ce sont des embryons qui sont créés, mais on respecte aussi les traits physiques principaux. D'accord? Mais c'est des embryons qui sont de bonne qualité et issus de femmes ou de donneuses qui avaient moins de 35 ans. On a un très beau don d'embryon qui est né en début janvier. Oui, on l'aime beaucoup. Oui, il faut une vidéo ce matin. Il est très chaud. Ok, c'était tout pour le don d'embryon, parce que moi je te coupe, mais... Bon, alors le don d'embryon, c'est une technique qui est très bien parce que l'embryon il est déjà créé. Il ne faut pas chercher une donneuse ni un donneur. Et ça marche très bien parce qu'on est assuré par rapport à un embryon blastocyste. Là, il y avait après une question concernant l'IMC, parce que pour une receveuse, on regarde donc l'indice de masse corporelle, donc c'est le poids. Pour être vulgairement parlant, c'est le poids. Pour une receveuse, souvent on regarde le poids. Si l'IMC est trop élevé, on va avoir des complications. Est-ce qu'on le regarde aussi pour les donneurs, donneuses, donneurs? On regarde, il faut avoir un IMC dans la norme, d'accord? Parce qu'il ne faut pas avoir des risques phénotypes, surtout pour les donneuses qui vont passer au bloc opératoire. Mais aussi pour le donneur, il y a les critères de santé basale qu'il faut être dans la norme. Ouais. Donc pour les donneurs comme pour les receveurs, c'est pareil. Oui. Est-ce que ça vous arrive de ne pas trouver de donneuse compatible avec les... Alors, c'est rare de ne pas trouver. Mais c'est vrai que, bon, Barcelone, c'est une ville cosmopolite, mais on est loin d'être de la France, où il y a beaucoup plus de population d'origine africaine ou asiatique. Alors, parfois, on arrive toujours à trouver, mais parfois, il faut attendre un tout petit peu. Après, il y a aussi une problématique, entre guillemets, c'est que dans certaines cultures comme l'Afrique, le Maghreb, tout ça, les Asiatiques, c'est pas vraiment dans leur culture que de donner. Oui, quoi. Donc, et c'est un peu les deux. Déjà, c'est pas autant cosmopolite et la culture du don, c'est pas aussi intégré comme dans une culture plus méditerranéenne. Donc c'est souvent cette problématique. Après, quand il y a l'aspect Maghreb, l'espagnol se rapproche. Oui, les Méditerranéens. Oui, mais pour origine Maghreb, caucasien, latino-américaine, il n'y a pas vraiment une liste d'attente ou des soucis, même si on est blond, aux yeux bleus. Il y a beaucoup d'Espagnols aussi qui sont d'origine espagnole ou d'origine caucasienne qui habitent à Barcelone qui ont ce phénotype. Alors là, peut-être qu'il faut attendre un peu plus que si on était méditerranéen, yeux marrons, cheveux marrons. On est la plus grand part, mais il n'y a pas une grosse liste d'attente et on essaie toujours de faire notre mieux. Sí, ya
Teníamos una reunión. Está reservado. Ah, parce qu'il voulait me piquer la salle. Eh non, hein, c'est nous. Ok. Du coup, quelles sont vos dernières avancées en matière de PMA dans la clinique? Alors pour la PMA, qu'est-ce qu'on a a? Et PMA pour... En général. Ben, il y a une petite particularité pour les couples de femmes quand même. Alors, des choses qu'on peut faire pour les couples de femmes. Par exemple, pour les donneurs, différents qu'on fait, c'est le test de personnalité. D'accord? Que c'est le test. On fait le test génétique du matching génétique. D'accord? Si on a une partie spécifique de la clinique qui est Rainbow Fertility. C'est pour ça que je parle. Que c'est surtout pour les patientes du groupe LGTBI, d'accord? Et toute la clinique, elle est aussi orientée dans ce sens-là. Et le site web, c'est beaucoup plus adapté, non? À tous les traitements, à toutes les options. Et quoi d'autre? Et surtout pour les techniques, les avancées, c'est surtout du point de vue technologique, du point de vue du laboratoire. D'accord? On fait le blastocyste. Les techniques par rapport au facteur masculin, ce n'est pas forcément si nécessaire puisqu'on va faire appel à un don de sperme. C'est vrai que nous, notre banque de donneurs, elle est très bien gérée. On fait beaucoup de tests sur le spermogramme, des tests parfois un peu plus poussés que le spermogramme tout simple avant de les accepter. Quoi d'autre? Et qu'on a beaucoup de donneurs que finalement on les connaît et ça c'est important de les connaître parce que si jamais il y a quelque chose qu'il faut redemander ou la clinique il faut qu'elle fasse, parce que le don en Espagne c'est anonyme. Alors si jamais il y a quelques soucis ou quelque chose qu'il faut redemander au donneur, c'est la clinique qui fait la triangulation. Alors ça c'est bien qu'on les connaisse. Ok. Alors moi j'avais pas d'autres questions sur. Mais je sais pas. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Voilà. Alors, on a quand même déjà beaucoup fait le tour. Hein. On a parlé de beaucoup de choses. Alors, si une patiente ne trouve pas de gynécologue pour retranscrire les ordonnances, avez-vous des solutions? Alors, d'habitude, il faut voir quelle est la raison pour ne pas trouver un gynécologue. Nous, à la clinique, maintenant, il y en a beaucoup quand même. On peut faire les examens à la clinique. Et nos ordonnances, elles sont valables en France, sauf qu'elles ne sont pas remboursées. Voilà, donc c'est ce que j'allais dire. Donc effectivement, en France, vous pouvez utiliser les ordonnances espagnoles, sauf que vous n'allez pas être remboursé. Et sinon, il y a quand même pas mal d'associations ou de personnes sur Instagram qui peuvent vous indiquer des gynécologues, médecins. Des fois, il suffit d'un généraliste pour faire ce genre d'ordonnance. Voilà, on peut vous aider à trouver des professionnels qui retranscrivent les ordonnances espagnoles. Ouais. Jusqu'à quel âge peut-on transférer un embryon? Donc ça, on a vaguement parlé tout à l'heure quand même. On a parlé d'âge. Oui, il n'y a pas une limite d'âge. Ça priorise surtout la santé. On tourne autour des 50 ans, mais ce n'est pas une chose exacte. Voilà. En Espagne, c'est pas comme en France. Il n'y a pas une limite d'âge pour faire son traitement. Non. Et j'allais dire une autre chose par rapport aux ordonnances. Après que parfois il y a des patientes qui ont un limite, c'est-à-dire un âge qui approche que peut-être elles pourraient être prises en charge à la Sécu, mais par rapport à la liste d'attente, il faut qu'elles viennent en Espagne pour ne pas perdre l'opportunité de faire avec ses propres ovocytes. Et souvent, ces patientes-là, elles sont dirigées ou soutenues par les médecins qui les suivent, qui leur expliquent. Et en plus, voilà, ça aussi, ces personnes-là peuvent demander une prise en charge. On peut demander une prise en charge en France. Alors, attention, on peut demander une prise en charge en France pour une PMA à l'étranger dans la mesure où on fait une technique autorisée en France. La ROPA n'est pas une technique autorisée en France, donc vous ne pouvez pas demander une aide à la Sécu pour une ROPA. Parce que pour demander une aide à la sécurité sociale, il faut être dans les clous de la sécurité sociale. Donc, il faut avoir moins de 43 ans et il faut faire une technique autorisée en France et il faut justifier de pourquoi cette technique, vous ne la faites pas en France, pourquoi vous allez la faire à l'étranger. Et pour faire la demande, il y a tout un dossier à compléter, mais voilà, il faut avoir choisi sa clinique, il faut avoir un devis
Et voilà, après, faut donner des justifications à la Sécu. Mais en tout cas, on peut faire une demande, mais pas pour la ROPA. Oui. Alors, une personne ayant eu un cancer thyroïde peut-elle avoir un bébé en PMA? Mais ça dépend du cancer, du stade. Ça, c'est l'endocrinologue, l'oncologue et le gynécologue qui va dire si c'est feu vert. Ben oui, on peut faire, mais il faut voir tout l'ensemble et connaître le cas par cas. Oui, quand il y a des cancers et quand il y a des cancers hormonaux comme ça, Alors, il y a des techniques, mais c'est très personnel, quoi. et nous, on a une unité d'oncofertilité. Donc, toutes les patientes qui ont eu un cancer, ben, elles passent dans cette unité et on évalue le cas de façon multidisciplinaire parce que c'est un peu l'expérience qu'on a, nous, par rapport à des cas qui sont plus délicats. Souvent, et avec ces femmes-là, quand même, passent par un don d'ovocytes. Ben, ça dépend. Enfin, ça dépend, mais c'est souvent Ça pour dépend éviter du les stade, traitements hormonaux, quoi. Oui, ça dépend. Enfin, moi, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein. Oui. Et du coup, elle est passée par le don d'ovocytes pour avoir ses enfants parce que elle peut pas avoir de stimulation ovarienne, quoi. Oui, bon, c'est pas forcément par rapport à ça, mais surtout parce que parfois la chimio, elle endommage les ovaires. Oui, et puis tu peux pas, enfin, il y a des cancers pour lesquels tu peux pas redonner des hormones derrière, quoi. Au risque de redéclencher, de relancer la machine, quoi. Oui, oui. Mais ça, Mais bon, c'est très, très, très personnel, quoi. C'est vraiment... Très personnel, exactement. Ça dépend bien de chaque. Mais c'est intéressant de savoir qu'à la clinique, vous avez une unité spécialisée. Oui, exactement. On a une unité avec Dr Morra qui s'en occupe. Top. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, on a eu des questions ce midi, c'était cool. Le live sera en replay. Voilà, comme chaque live. Donc, vous pouvez retrouver tous les lives qu'on a fait en replay. Voilà, donc je sais que le replay, en fait, ça plaît beaucoup plus que le direct. Voilà, mais on peut plus parler quand on fait un live que quand on fait un réel, donc c'est très bien comme ça. Et peut-être on réabordera des sujets qui ont déjà été abordés, mais de manière différente plus tard. Oui, on peut reparler, oui, c'est jamais... Il y a toujours quelques informations à partager. Voilà. Donc, en tout cas, ce live sera en replay sur tous nos comptes. Donc pas de souci pour ceux qui arrivent que maintenant et qui n'ont pas vu le live. Vous pourrez le regarder. On essaye de les faire concis pour que voilà, ça soit pas trop long à regarder derrière et que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Exactement. Et on se voit samedi. Et pour ceux qui sont à Paris, n'oubliez pas, vous pouvez vous inscrire jusqu'au bout. Vous pouvez vous inscrire pour la journée d'information sur la PMA. Donc, en fait, c'est une journée qui est organisée par l'Institut Marquès avec moi. Où en fait, on vous organise une journée où on vous donne toute information nécessaire pour votre parcours PMA, quel qu'il soit. Voilà. Et c'est une journée assez sympa. On boit des cafés, on prend un goûter, après on boit l'apéro, on échange, on discute. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Et, voilà. Et comme ça, on profite pour poser toutes les questions. Voilà. Concernant la question qui vient d'arriver, vitamines, Ben, tout ça, c'est très personnel. Très personnel. L'acide folique, oui, il faut le donner. Après, s'il y a un déficit de vitamines, bien sûr, il faut complémenter. Ça, on peut en parler en privé avec plaisir, pas de problème. Très bien. Bon. Voilà. C'est tout bon pour toi ou... Pour moi, c'est parfait. C'est bon. Je pense qu'on a fait tout le tour. C'est bien. Génial. Bon. Très bien. On se voit samedi. On se voit samedi. Merci beaucoup, Émilie. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez vous inscrire pour samedi. Et n'hésitez pas à regarder nos lives en replay. Au revoir. Bonne journée tout le monde. Bon courage.